Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai lu récemment et qui m'a vraiment fait réfléchir. Il s'appelle Le rendez-vous ultime de l'entrepreneur. Si vous dirigez une petite ou moyenne entreprise, ce que vous allez entendre va peut-être vous bousculer, peut-être même vous mettre un peu en colère. Mais je vous promets qu'à la fin, vous ne regarderez plus jamais votre entreprise de la même façon. On y va? Dès les premières pages, l'auteur, Thibault Lemay, nous raconte un moment clé de sa vie d'entrepreneur. C'est l'été 2018. Il dirige une société d'édition de logiciels basée à Lille. 35 salariés. 7 ans de travail. L'entreprise tourne bien, même si la croissance commence à se tasser. Des offres de rachat arrivent depuis quelques mois. Et lui, il hésite. Son ego lui dit d'attendre, d'aller plus loin, de viser plus haut. Mais il repense à une phrase que son mentor lui avait dit 4 ans plus tôt. Une phrase qu'il n'avait pas comprise à l'époque. Tu plantes ton drapeau et tu as de l'argent pour recommencer plus fort. Planter son drapeau. Saisir le bon moment. Ne pas attendre que la roue tourne. Ce jour-là, il prend sa décision. Il accepte l'offre. Pas 100% de ses parts, seulement 50%. Mais il signe. Et voilà ce qu'il appelle le rendez-vous ultime de l'entrepreneur. Ce moment où vous vous asseyez en face d'un acquéreur et où la valeur de tout ce que vous avez construit se cristallise en un chiffre. Ce qui est fascinant dans son histoire, c'est que 4 ans avant cette décision, son entreprise ne valait presque rien. Il avait convaincu des investisseurs sur une valorisation de 600 000 euros. Le jour où il a signé, elle en valait 9 millions. Sur le papier, c'est une réussite. Mais ce qu'il nous confie, c'est qu'il a eu énormément de chance. Pas parce qu'il a trouvé un acquéreur naïf, non, parce que sans le savoir, il avait fait un certain nombre de choses justes dans les années précédant la vente. Il avait construit une équipe de management capable de prendre des décisions sans lui. Il avait diversifié son portefeuille client. Il avait créé de la récurrence dans son chiffre d'affaires. Il avait bâti une marque reconnue dans son secteur. Et l'acquéreur le lui a dit clairement pendant les négociations. Ce qu'il achetait, c'était 4 choses. L'équipe de management, le portefeuille client, la marque et la récurrence du chiffre d'affaires. Pas lui, ce qui restait quand il partait. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, Thibault est garé sur un parking, un matin, avant un rendez-vous personnel. Sur son téléphone, une visioconférence. L'assemblée générale de son ancienne entreprise. Il avait gardé 50% des parts après la première vente. Sauf que l'acheteur avait tout planté. Une société non rentable qui avait racheté une société rentable. Le schéma classique. Ce jour-là, il apprend que l'entreprise va être cédée pour un euro symbolique à un concurrent. Ces 50% restants ne valent plus rien. Est-ce qu'il regrette? Non, pas une seconde. Parce que s'il n'avait pas vendu ses premiers 50% en 2018, il aurait tout perdu. Dans les mois qui ont suivi sa vente, le marché s'est retourné. Sa croissance aurait cassé net. Comme il le dit, mieux vaut 50% que 0%. Il raconte aussi qu'il a des amis entrepreneurs qui ont refusé de vendre juste avant le Covid. Ils n'ont jamais rien vendu. Et puis, il y a cette autre histoire qui m'a marquée. Thibault a aidé un ami à racheter une entreprise industrielle. Le cédant avait 70 ans. Seul, sans associé. Malade. Son entreprise était rentable, mais il n'avait fait aucun investissement depuis 10 ans. Aucun process documenté. Tout reposait sur lui. Une banque d'affaires et son expert comptable avaient évalué l'entreprise à plus de 3 millions d'euros. L'ami de Thibault fait une offre honnête. 2 millions, entreprise et murs compris. Elle est refusée. On apprend plus tard que c'était la première offre sérieuse en 3 ans. Aujourd'hui, cette entreprise ne vaut plus qu'1 million d'euros. Les murs, rien d'autre. L'activité s'est éteinte. Qu'est-ce qui a poussé ce dirigeant à refuser? Son orgueil. Il ne pouvait pas accepter que son œuvre de toute une vie soit évaluée à ce prix. Il a préféré tout perdre plutôt que de vendre en dessous. C'est après toutes ces expériences que Thibault a voulu comprendre. Comprendre pourquoi sa cession avait fonctionné alors que tant d'autres échouent. Il a voyagé, rencontré des gens qui avaient réussi avant lui, découvert des méthodes qui n'existent pas vraiment en Europe. Et il a créé Furtiveo pour aider les dirigeants à préparer ce moment crucial plusieurs années avant qu'il n'arrive. Ce qu'il a développé, c'est un concept qu'il appelle la pyramide de valeur. Une façon de comprendre ce qui crée vraiment la valeur d'une entreprise, au-delà des ratios financiers. Elle se compose de 5 niveaux, du plus fondamental au plus visible. À la base, votre capacité à rendre l'entreprise indépendante de vous. Ensuite, la diversification de vos clients. Puis, la récurrence de votre chiffre d'affaires. Ensuite, la solidité de votre équipe. Et au sommet, votre crédibilité externe et votre marque.
Ce qu'il nous explique, c'est que la plupart des dirigeants travaillent à l'envers. Ils investissent dans la communication et l'image avant de solidifier les fondations. C'est une erreur coûteuse. La valeur se construit par strates, pas au dernier moment. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ce qu'il nous partage dès le début, c'est une vérité qui dérange. Votre entreprise vaut 3 fois le bénéfice annuel. C'est ce que votre expert comptable vous a probablement dit. Il a pris votre résultat annuel, appliqué un coefficient et vous a annoncé une valeur. Eh bien, c'est faux. Ce chiffre est une formule. Ce n'est pas ce qu'un acquéreur paiera. L'écart entre les deux peut atteindre 50%, parfois plus. Pourquoi ? Parce que votre expert comptable regarde le passé. L'acquéreur, lui, regarde autre chose. Pour illustrer ça, il raconte l'histoire de Marc. Marc dirige une entreprise de peinture en bâtiment, 22 salariés, rentable depuis 12 ans. Son expert comptable lui dit que son entreprise vaut entre 800 000 et 1 million d'euros. Marc a 58 ans. Il veut vendre dans 3 ans. Il se dit qu'avec ce million, plus ses murs, il sera tranquille pour sa retraite. Il met son entreprise en vente. Première offre, 400 000 euros. Marc est choqué, il refuse, il pense qu'on essaie de le voler. Deuxième offre, 3 mois plus tard, 450 000 euros. Marc commence à douter. Il demande des explications. Est-ce qu'il entend le glace ? Et là, l'auteur nous invite à nous mettre dans la peau de l'acquéreur. Vous allez investir plusieurs centaines de milliers d'euros. Peut-être tout ce que vous avez. Vous allez emprunter, prendre des risques, engager votre avenir. Vous regardez les chiffres. Le bénéfice est solide. Puis, vous vous posez des questions. Qui gère les clients importants ? Marc, depuis toujours. Les promoteurs et les syndics le connaissent lui, pas l'entreprise. Vous notez. Si Marc part, les clients partent peut-être avec lui. Quel est votre plus gros client ? Un promoteur immobilier, plus d'un tiers du chiffre d'affaires. Vous calculez. Si ce client part, l'entreprise perd un tiers de son activité. Quel est votre carnet de commandes ? On n'a pas vraiment de carnet. Chaque trimestre, on repart de zéro. Vous réalisez. Ce bénéfice n'est pas garanti. Il peut disparaître en quelques mois. Si Marc part demain, qui prend les décisions ? Personne. Tout passe par lui. Vous comprenez ? Vous n'achetez pas une entreprise. Vous achetez un emploi. Et un emploi qui dépend d'un homme de 58 ans qui veut partir. Combien seriez-vous prêt à payer ? Pas 1 million. Peut-être 400 000. Peut-être moins. Ce n'est pas du vol. C'est du bon sens. Ce que Thibault appelle les facteurs invisibles. Invisibles pour le comptable, parfaitement visibles pour l'acquéreur. Et voilà peut-être la leçon la plus importante du livre. Rentable ne veut pas dire vendable. Selon les statistiques françaises, plus de la moitié des tentatives de cession échouent. Une entreprise sur 2 mise en vente ne trouve pas d'acquéreur. Pas parce qu'il manque d'acheteurs, parce que ces entreprises ne sont pas vendables. Et pour ceux qui se disent « moi c'est différent, c'est mon fils qui reprend », il y a un avertissement. Imaginez, votre expert comptable valorise votre entreprise à 1,2 million. Votre fils rachète vos parts à ce prix. Il emprunte, il s'engage pour 7 ans. Sauf que l'entreprise est ultra dépendante de vous. Les clients vous connaissent vous, les décisions passent par vous. Le savoir-faire est dans votre tête. Votre fils a payé 1,2 million une entreprise qui vaut peut-être 700 000 sur le marché. La transmission familiale n'annule pas les problèmes. Elle les reporte sur la génération suivante. Avant de continuer, le livre nous invite à nous poser 3 questions. Première question. Si vous partez 3 semaines demain, que se passe-t-il dans votre entreprise ? Deuxième question. Si votre plus gros client part demain, que se passe-t-il ? Troisième question. Quelle part de votre activité est garantie pour les 12 prochains mois ? Si ces questions vous mettent mal à l'aise, vous êtes probablement dans la même situation que Marc. Maintenant, passons à la pyramide de valeurs. C'est vraiment le cœur du livre. Ce que Thibault a découvert en observant des dizaines de sessions, c'est que les acquéreurs regardent tous la même chose. Ils analysent une entreprise de la même façon. Et cette façon est très différente de celle du cédant. Les acquéreurs analysent une entreprise de bas en haut. Ils commencent par les fondations. Si les fondations sont fragiles, ils s'arrêtent là. Peu importe que le reste soit brillant. C'est contre-intuitif. La plupart des dirigeants pensent d'abord au sommet. L'image, la marque, la réputation. Mais ce ne sont pas ces éléments qui déterminent la valeur. Le premier niveau, c'est l'indépendance aux dirigeants. Et c'est le plus important. Si je pars 3 semaines, tout ralentit. C'est la phrase qu'on entend le plus souvent. Elle résume tout le problème. Pour illustrer ça, le livre raconte l'histoire de Sophie. Sophie dirige une entreprise de couverture et zinc gris créée par son père il y a 35 ans. 12 compagnons couvreurs, belle rentabilité. Sophie est brillante. Ses clients l'adorent. Elle décroche tous les chantiers importants.
Elle forme personnellement chaque compagnon. Elle supervise chaque chantier délicat. À 52 ans, Sophie veut lever le pied. Elle cherche un repreneur. Premier acquéreur potentiel. Il passe une journée dans l'entreprise. Le soir, il lui dit « Votre entreprise est excellente. Mais ce n'est pas une entreprise. C'est vous. Sans vous, il ne reste rien. Il ne fait pas d'offre. » Deuxième acquéreur. Même constat. Pas d'offre. Troisième acquéreur. Il fait une offre. 300 000 euros. Pour une entreprise qui génère 250 000 euros de bénéfices annuels. Sophie est effondrée. Elle pensait valoir au moins 1 million. Le problème de Sophie, ce n'est pas son entreprise. C'est qu'elle est son entreprise. La dépendance aux dirigeants prend plusieurs formes. La dépendance décisionnelle. Vous seul arbitrez. Les décisions importantes attendent votre retour. La dépendance relationnelle. Les clients vous connaissent vous, pas l'entreprise. Ils ont votre numéro. Ils vous appellent directement. La dépendance technique. Vous seul maîtrisez un savoir-faire critique. C'est dans votre tête, nulle part ailleurs. La dépendance commerciale. Vous seul vendez. Les gros contrats passent par vous. Chaque forme de dépendance est un risque pour l'acquéreur. Chaque risque se traduit par une décote. Et attention au mythe des 3 mois d'accompagnement. Beaucoup de dirigeants se rassurent en disant « Je resterai 3 mois pour tout expliquer ». Thibaut a vu de l'intérieur ce que ça donne. 3 mois de cohabitation pénible. 2 personnes qui n'ont qu'une envie, que ça se termine. Si votre entreprise a besoin de 3 mois d'explication pour fonctionner, ce n'est pas un accompagnement. C'est un aveu. Vous n'avez pas construit quelque chose de transmissible. Le livre raconte ensuite 2 histoires qui montrent les 2 chemins possibles. D'abord, l'histoire de Thomas et de son père Bernard. Bernard dirige une entreprise de menuiserie aluminium. 45 salariés. Son fils Thomas travaille avec lui depuis 10 ans. Bernard veut transmettre à Thomas. L'expert comptable valorise l'entreprise à près de 3 millions. Thomas emprunte, la banque suit. 3 ans après, Thomas découvre la réalité. Tous les devis importants passaient par Bernard. Les architectes appelaient Bernard. Le chef d'atelier ne prenait aucune décision sans Bernard. Quand Bernard est parti, tout s'est dégradé. 2 architectes ont changé de fournisseur. Le chef d'atelier a démissionné. Les marges ont fondu. Thomas a payé le prix fort pour une entreprise qui valait beaucoup moins sur le marché. Le lien familial n'empêche pas la décote. Il la masque. Et puis, il y a l'histoire de Catherine et de sa fille Marie. L'inverse exact. Catherine dirige une entreprise de négoce de produits agricoles. Sa fille, Marie, travaille avec elle depuis 8 ans. À 56 ans, Catherine décide de préparer la transmission. Pas de vendre, de préparer. Elle fait appel à un conseil extérieur. Le diagnostic est sans appel. L'entreprise, c'est Catherine. Catherine a 8 ans devant elle. Elle décide d'en utiliser 5. Première année, elle introduit Marie dans toutes les relations clés. Elle la présente comme la future dirigeante, pas comme ma fille. Deuxième année, elle recrute un directeur commercial. Troisième année, elle documente les process critiques. Pas tout, les 20% qui comptent. Quatrième année, elle donne le pouvoir de décision à Marie, progressivement. Cinquième année, Catherine part 3 mois, officiellement pour raisons personnelles. En réalité, pour tester. Quand elle revient, l'entreprise tourne. Marie a géré 2 problèmes fournisseurs. Le directeur commercial a signé 3 nouveaux clients. Marie rachète les parts de sa mère à un prix juste. 3 ans plus tard, Marie dirige une entreprise qui a grandi de 15%. Catherine n'a pas transmis une dépendance. Elle a transmis une entreprise autonome. Et ça amène à une réflexion intéressante. Cette phrase qu'on entend souvent. « Mon fils ne veut pas reprendre, le métier est devenu trop dur ». Parfois, c'est vrai. Mais dans la plupart des cas, c'est une excuse. Le métier n'est pas trop compliqué. C'est l'entreprise qui l'est devenue parce que tout repose sur le dirigeant. Le fils voit son père travailler 60 heures par semaine, répondre au téléphone le dimanche, gérer chaque problème lui-même. Il ne refuse pas le métier, il refuse la prison. Si votre enfant ne veut pas reprendre, posez-vous la vraie question. Lui proposez-vous une entreprise ou un fardeau? Passons au 2e niveau, la diversification client. Si je perds ce client, je dois licencier. Quand un seul client représente une part trop importante de votre chiffre d'affaires, vous n'avez pas un client, vous avez un patron. Le livre raconte l'histoire d'Arnaud. Arnaud dirige une entreprise de sous-traitance industrielle pour l'aéronautique. Un gros client représente près de la moitié de son chiffre d'affaires. Une relation de 15 ans. Arnaud considère ce client comme un atout. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Il ne peut pas partir comme ça. Un jour, Arnaud décide de vendre. Un acquéreur lui fait une offre avec une clause. Si le gros client part dans les 2 ans, le prix baisse fortement. Arnaud refuse. Il trouve ça insultant. 18 mois plus tard, l'équipementier est racheté par un groupe américain. Nouvelle direction, nouvelle politique d'achat. Arnaud perd près de la moitié de son chiffre d'affaires en 6 mois. Il n'a jamais vendu son entreprise. Ce que vous pouvez faire, fixer un plafond.
Aucun client ne dépasse 20%. Prospectez activement, même quand tout va bien. Et sécurisez vos gros clients par des contrats pluriannuels. Le troisième niveau, c'est la récurrence du chiffre d'affaires. Je ne sais pas ce qu'on fera dans 6 mois. Quand chaque mois vous recommencez de zéro, vous n'avez pas une entreprise, vous avez une loterie. Le livre compare 2 types d'entreprises pour illustrer ça. Prenez un fabricant de meubles de bureau sur mesure. Son client achète un bureau. Il le garde 20 ans. Chaque année, il faut tout reconstruire depuis zéro. Trouver de nouveaux clients, décrocher de nouveaux contrats. Maintenant, prenez une entreprise de vérification d'appareils de levage. La loi impose un contrôle annuel des chariots élévateurs et des nacelles. Les clients reviennent automatiquement. Ils n'ont pas le choix, c'est obligatoire. Même chiffre d'affaires, même bénéfice. Mais la deuxième vaut beaucoup plus cher. Pourquoi ? Parce que l'acquéreur de la première achète une promesse. L'acquéreur de la deuxième achète une rente. La loi travaille pour lui. Ce que vous pouvez faire, identifier les obligations réglementaires de vos clients. Transformez vos prestations ponctuelles en contrats. Allongez vos contrats, passez d'1 an à 3 ans. Le quatrième niveau, c'est la solidité de l'équipe. Quand Jean-Claude est absent, personne ne sait comment faire. Une équipe qui dépend d'une seule personne, c'est une équipe fragile. Le livre raconte l'histoire de Laurent. Laurent dirige une entreprise de fabrication de pièces mécaniques. 40 salariés. Il a un atout, Jean-Claude, responsable technique depuis 22 ans. Il connaît chaque machine, chaque procédé. Un acquéreur visite l'usine. Qui gère la production ? Jean-Claude. Qui forme les nouveaux ? Jean-Claude. Et si Jean-Claude part ? Silence. L'acquéreur. Jean-Claude a 59 ans. Dans 3 ans, il part à la retraite. Qu'est-ce qui est documenté ? Rien. Tout est dans la tête de Jean-Claude. L'acquéreur applique une décote importante pour risque homme-clé. Ce que vous pouvez faire, documenter les process critiques. Doubler les postes clés. Chaque personne critique doit avoir un backup. Et créer un management intermédiaire, des responsables capables de décider. Le 5e niveau, c'est la crédibilité externe. La marque, la réputation, le positionnement. C'est important, mais c'est le sommet de la pyramide. Et un sommet brillant ne compense jamais une base fragile. Le livre raconte l'histoire de Nathalie. Nathalie dirige une entreprise de négoce de fournitures techniques. Un catalogue impressionnant, des partenariats exclusifs avec des fabricants allemands, une réputation solide. Vue de l'extérieur, l'entreprise est brillante. Vue de l'intérieur, 3 clients font plus de la moitié du chiffre d'affaires. Nathalie gère personnellement toutes les négociations. Aucun contrat récurrent. Son technico-commercial star vient de démissionner. Nathalie pensait valoir plus d'1 million. Elle a reçu une offre à 500 000 euros. La réputation ne paie pas les décotes. Et là, il y a une histoire qui m'a vraiment marquée. Thibaut a analysé une entreprise de ramonage. Sur le papier, c'était une pépite. Activité normative, la loi impose un ramonage annuel. Récurrence garantie, client captif, le rêve. Puis, il a regardé les avis Google. 50 avis. Note moyenne, moins de 3 étoiles sur 5. Secrétaire exécrable. Pas possible de fixer un rendez-vous. 2 rendez-vous annulés au dernier moment. Attendre 3 mois pour un rendez-vous pour au final rien faire. Le problème n'était pas le métier. Le problème n'était pas les techniciens. Le problème, c'était l'accueil. Une secrétaire débordée. Des clients traités comme des nuisances. Résultat, une entreprise rentable, avec un modèle récurrent, que personne ne veut racheter. Parce qu'un acquéreur se dit, le jour où un concurrent s'installe, tous les clients partiront. Une mauvaise réputation en ligne, c'est des années de négligence. Et des années pour remonter la pente. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez espérer gagner. Le chemin n'est pas linéaire. Une entreprise avec une pyramide fragile se valorise généralement entre 3 et 5 fois son excédent brut d'exploitation. La même entreprise, après des années de travail sur sa pyramide, peut atteindre 6 à 7 fois, parfois plus. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Pour construire ce que Thibaut appelle un système, c'est-à-dire une entreprise qui tourne sans vous, vous allez investir, recruter un numéro 2, renforcer le management, documenter vos process. Ces investissements pèsent sur votre résultat. Votre bénéfice peut baisser temporairement pendant la transformation. Mais faites le calcul. Situation de départ, votre entreprise est valorisée 1,2 million avec un petit multiple. 3 ans plus tard, vous avez recruté, investi, structuré. Votre bénéfice a un peu baissé. Mais votre entreprise est devenue un système. L'acquéreur voit une machine qui tourne sans vous. Il applique un multiple plus élevé. Nouvelle valorisation, près de 2 millions. Vous avez gagné plusieurs centaines de milliers d'euros en valeur, avec un bénéfice inférieur. C'est contre-intuitif. C'est pourtant la réalité. Le multiple récompense la structure, pas seulement la rentabilité. La question n'est pas « est-ce que ça vaut le coup ?»
La question est, pourquoi n'ai-je pas commencé plus tôt? Parlons maintenant du système. C'est l'objectif ultime décrit dans le livre. Un système, c'est une entreprise où la valeur ne repose plus sur le dirigeant. Elle repose sur 3 choses: des processus documentés, une équipe capable de décider et des outils qui assurent la continuité. Ce n'est pas une entreprise sans dirigeant, c'est une entreprise qui pourrait fonctionner sans lui. Le test du système, c'est simple. Que se passerait-il si vous disparaissiez pendant 6 mois? Pas une semaine de vacances, 6 mois d'absence forcée. Si l'entreprise s'arrête ou se dégrade fortement, vous n'avez pas un système. Vous avez un emploi. Bien payé peut-être, mais un emploi quand même. Si l'entreprise continue à tourner, vous avez construit quelque chose qui vaut de l'argent, quelque chose qu'un acquéreur peut acheter et faire fonctionner sans vous. Et voilà le paradoxe le plus difficile à accepter pour un entrepreneur. Plus vous êtes indispensable, moins votre entreprise vaut. C'est contre-intuitif, c'est pourtant mathématique. Votre excellence personnelle crée de la dépendance. Cette dépendance crée du risque. Ce risque détruit de la valeur. Le dirigeant le plus précieux pour la valeur de son entreprise est celui qui pourrait partir demain sans que rien ne change. Maintenant, parlons du bon moment pour agir. Je vendrai quand tout sera aligné. La plupart des dirigeants attendent le moment parfait, le moment où leur santé sera au top, où l'entreprise aura fait sa meilleure année, où le marché sera porteur, où ils auront enfin du temps. Ce moment n'existe pas. Le livre raconte l'histoire de Gérard. Gérard dirige une entreprise de négoce de matériaux de construction fondée par son grand-père. 60 salariés, belle rentabilité. À 58 ans, Gérard pense à vendre. Mais pas maintenant. L'année prochaine sera meilleure. Je veux partir sur un pic. L'année suivante, le marché se retourne. Pas maintenant, je vais attendre que ça remonte. 2 ans plus tard, le marché remonte. Mais Gérard a un pépin de santé. Je ne peux pas gérer une vente en ce moment. 1 an plus tard, Gérard va mieux. Mais son directeur commercial est parti. Je dois d'abord recruter. Gérard a 64 ans. Il n'a toujours pas vendu. Et chaque année, il trouve une nouvelle raison d'attendre. Gérard attend le moment parfait. Il attend toujours. Pourquoi on attend alors qu'on sait qu'il faut agir? Les psychologues ont identifié les mécanismes qui paralysent la décision de vendre. Le biais du statu quo. Notre cerveau préfère l'inaction à l'action. Ne rien faire semble plus sûr que faire quelque chose. L'aversion à la perte. Nous craignons davantage de perdre ce que nous avons que de gagner quelque chose de nouveau. Vendre, c'est perdre son entreprise, même si c'est pour gagner sa liberté. L'attachement viscéral. Une étude a montré que les zones cérébrales activées chez les entrepreneurs, contemplant leur entreprise, sont identiques à celles des pères regardant leurs enfants. L'entrepreneur aime son entreprise comme un parent aime son enfant. Ces biais sont universels. Les reconnaître est le premier pas pour les dépasser. Ceux qui vendent bien n'attendent pas que tout soit parfait. Ils agissent quand les conditions sont suffisamment bonnes. Mais ils s'assurent d'une chose, la préparation de l'entreprise est toujours au vert. Pourquoi? Parce que c'est le seul facteur que vous contrôlez entièrement. Chaque année qui passe sans agir a un coût. Pas un coût visible, un coût caché. Votre énergie diminue. Votre motivation s'érode. Vos concurrents avancent. Vos clients vieillissent. Vos collaborateurs clés approchent de la retraite. Le dirigeant de 55 ans qui découvre que son entreprise est invendable n'a plus le temps de corriger. Il aurait fallu commencer à 50 ans. Le bon moment pour commencer à préparer, c'était il y a 5 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Pour terminer ce podcast, j'aimerais partager avec vous ce qui m'a le plus marqué dans ce livre. C'est l'épilogue. Il y a une question que personne ne pose. Que se passe-t-il le lendemain? Pas le lendemain de la signature, le lendemain du départ réel. Le jour où vous n'êtes plus le patron. Selon une étude américaine, les 3/4 des dirigeants qui vendent leur entreprise regrettent profondément cette décision dans les 12 mois qui suivent. Ces dirigeants ne regrettent pas d'avoir vendu. Ils regrettent de ne pas s'être préparés à ce qui venait après. Un entrepreneur britannique résume parfaitement ce moment. La veille de la session est le jour le plus occupé de votre vie. Et le lendemain, le plus calme. C'est difficile de passer de centaines d'emails par jour à 0 du jour au lendemain. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité physiologique. Pendant des années, votre cerveau a fonctionné à plein régime. Décision, urgence, adrénaline. Et soudain, plus rien. Le silence. Au-delà du sevrage, il y a quelque chose de plus profond. Une question existentielle. Qui suis-je si je ne suis plus le patron? Pendant 15, 20, 30 ans, vous avez été le patron d'eux. C'était votre identité, votre réponse quand on vous demandait qui vous étiez, votre place dans le monde. Le lendemain de la vente, vous n'êtes plus personne. Ou plutôt, vous êtes quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Combien de temps faut-il pour retrouver un équilibre? La recherche donne une réponse inconfortable. 3 à 5 ans, minimum.
Thibaut ne raconte pas ses études pour faire peur. Il les raconte parce qu'il les a vécues. Quand il a signé, il était soulagé, fier. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était le vide qui allait suivre. Aujourd'hui, il ne regrette rien, ni d'avoir vendu, ni d'avoir perdu ses 50% restants. Parce que cette expérience lui a appris ce qu'aucun livre ne lui aurait enseigné. Elle lui a appris que la valeur d'une entreprise ne se mesure pas à ce qu'elle a produit, mais à ce qu'elle peut produire sans vous. Ce livre nous montre comment préparer notre entreprise à la vente. La pyramide de valeur, le système, le rendez-vous ultime. Mais la vraie préparation ne s'arrête pas là. Elle inclut une question que vous devez vous poser maintenant, pas le jour de la signature. Qu'est-ce que je ferai de ma vie quand je ne serai plus le patron ? Les dirigeants qui ont préparé leur après ne sont pas plus courageux que les autres. Ils ont simplement décidé de regarder cette question en face, avant qu'elle ne s'impose à eux. Le vrai rendez-vous ultime n'est pas la signature chez l'avocat. Le vrai rendez-vous ultime, c'est celui que vous aurez avec vous-même le lendemain. Quand vous vous réveillerez dans une maison silencieuse, sans urgence à traiter, sans équipe à diriger, sans entreprise à faire tourner. Ce jour-là, vous saurez si vous avez vraiment préparé votre sortie. Préparez votre entreprise à être vendue, oui, mais surtout, préparez-vous à la quitter. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, partagez-le à un entrepreneur qui mérite de connaître la vraie valeur de son entreprise. Le livre est également disponible sur Amazon. Et si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur furtiveo.com.